Dames en heren, ik groet u van harte welkom. Ladies and gentlemen, welcome. It's a big pleasure to be here. It is. And I realize it even much more that we're standing a few yards from where my grandparents were just before they fled Belgium at the beginning of the war. Avant qu'ils ont fui la Belgique, juste après le début de la guerre. C'était vraiment malin qu'ils ont donc sorti de Radomsko en Pologne et qu'ils ont voyagé donc et ils ont recherché un travail, un mari, et même, comme ils ont dit, donc dans Mir seinen Du, donc la chanson de partisans. Je suis content d'être ici, à quelques mètres d'où mes grands-parents étaient, peut-être même à l'endroit, à la rue qui n'existe plus, la rue de l'Éventail, qui était vraiment par ici, où juste avant de déménager vers la rue Haute, ils avaient leur atelier. Donc ici, avec vous, pour faire le point pendant ces 2 jours sur l'Einsatz Reinhardt, ou l'action, Action Reinhardt, ce nom de code pour l'extermination des Juifs polonais dans l'ancien gouvernement général de Pologne et la zone de Białystok. Ce terme, comme on va encore l'entendre, utilisé en souvenir du SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, qui coordonnait la solution finale de la question juive. Et puis l'action Erntefest, littéralement la fête de la moisson, qui était officiellement la conclusion de l'action Reinhardt. Justement, les 3 et 4 novembre, il y a 75 ans. Il y a 75 ans, en 2 jours, furent massacrés environ 42 000 Juifs. Et ces meurtres, recensés comme si ça leur donnait un sens, ou au moins une direction, comme la plus grande tuerie de masse de la Seconde Guerre mondiale, ont été donc perpétrés il y a 75 ans aujourd'hui, jour pour jour, alors que nous sommes ici ensemble pour faire le point. Donc ces années semblent nous séparer de ces événements, nous séparer de plus en plus, dans une période qui s'allongera encore régulièrement, inéluctablement, et voyant les survivants, les autres témoins directs et les traces disparaître. Mais, comme nous allons le voir aujourd'hui et demain, les connaissances assemblées, surtout ces 30 dernières années et encore tout récemment, nous en rapprochent au contraire. Elles nous révèlent de nouveaux éléments et nous rendent de fait, bien plus familiers de l'Einsatz Reinhardt et de l'action Erntefest qu'on l'était au cours des décennies d'après-guerre. On s'en rapproche grâce à la contribution de disciplines multiples, y compris de disciplines qui ne s'étaient pas attelées à l'histoire si récente comme l'archéologie, mais c'est surtout l'intégration des disciplines qui nous apporte une lumière nouvelle et aussi notre rapport nouveau au témoignage. J'ai fait la connaissance tout à l'heure de Mike qui nous vient de Sydney et qui nous rapportera encore un témoignage dans toute sa valeur essentielle de subjectivité. Je dis 75 ans, c'est long, et ça nous rend plus difficile peut-être la tâche de détecter les failles contemporaines du fonctionnement de notre société. Tant il peut paraître commode d'accepter, pour ce qui s'est passé il y a toutes ces années, l'illusion d'une rupture fondamentale avec notre société. Jusqu'à la rime la semaine passée d'un passage à l'acte d'un homme déterminé
à ce que all Jews must die. Alors ce serait commode de dire c'est de la barbarie, de dire c'est ancien, de dire c'est étranger, de dire c'est étranger au rouage même de comment nous fonctionnons. Mais ce que nous comprenons mieux grâce aux historiens, c'est ce qui a permis de mettre en œuvre des actions comme celle-là, qui n'étaient certainement pas isolées, dont on parle peu relativement, mais qui s'inscrivent dans une lignée d'actions qui l'ont précédé, comme le fameux programme T4. Ce programme T4 qui avait été initié, imaginé même avant la guerre, un programme d'extermination des personnes présentant un handicap physique ou mental. Et beaucoup des personnes qui ont été centrales à la conception et à l'exécution du programme T4 dans tous ces centres d'extermination ont aussi joué un rôle central dans ces actions, dans l'action Reinhardt et dans l'action Erntefest. C'est-à-dire, c'était des gens qui, sur la base d'une argumentation pseudo-scientifique, avec des arguments comme l'hygiène raciale, comme des arguments économiques, comme des arguments éthiques même, de valeur de la vie des uns et des autres, et des arguments qui se basaient sur l'essentialisation des gens, de ne pas voir des individus mais des groupes. Donc ces gens qui ont pu alors sans scrupule mettre fin à la vie d'enfants et puis aussi d'adultes qui présentaient des handicaps. Et qui a joué un rôle central là-dedans? Ce sont mes collègues de l'époque, des médecins. Chaque condamnation, comme nous le dirions maintenant, était décidée par un jury, par un panel médical qui, sur la base d'arguments médicaux, décidait de la destinée des uns ou des autres. Avons-nous fait des progrès? Indéniablement. Nous avons fait des progrès pour comprendre que la science s'appuie sur d'autres critères que ceux qui étaient appliqués à l'époque. Mais attention, nous ne sommes pas à l'abri. Ces critères sont dynamiques, sont ouverts à la discussion, et ces discussions doivent toujours être bien informées. Nous avons fait heureusement beaucoup de progrès en éthique. Nous clamons, par exemple, que la collusion entre la médecine et la politique est inacceptable. Mais il reste essentiel de l'appliquer chaque fois. Il reste essentiel de voir les personnes pour des individus et non pas comme des représentants de groupes déshumanisés. Les progrès restent donc à faire et ils doivent s'ancrer sur une connaissance profonde de l'histoire. Aussi difficile qu'ait été cette période, il est essentiel de l'aborder de front et nous aurons l'occasion de discuter tout au cours de ce colloque avec l'interactivité qu'il permet aussi, de là où nous en sommes maintenant, des questions qui ont été élucidées, mais aussi, je l'espère, d'une foule de nouvelles questions qu'il est essentiel de poser et de continuer à appréhender pour avancer, pour le progrès. Je nous souhaite à tous un très très bon colloque et ceci clôture ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà, j'ai dit.